Alors bonjour, bienvenue à tous et à tous à cette conférence Montréal avant la photographie de 1740 à 1860. Cette conférence est présentée dans le cadre du Festival d'histoire de Montréal et de la série de conférences virtuelles Les découvertes du McCord. Je me présente, Leila Friat, je suis chargée de projet pour l'action éducative, culturelle et citoyenne pour le musée McCord. Et avant toute chose, je voudrais reconnaître que nous sommes sur un territoire autochtone non cédé par voie de traité et que la nation Kanien'kehá:ka possède un attachement historique à ce territoire qu'elle nomme Tiohtià:ke. Ce territoire demeure un lieu de rassemblement pour de nombreuses nations autochtones, comme il l'était pour leurs ancêtres. Nous leur rendons hommage, ainsi qu'aux membres d'autres communautés qui pourraient être présentes avec nous aujourd'hui. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui mon collègue Christian Vachon. Christian est historien de l'art, passionné d'iconographie canadienne du 18e siècle à nos jours. Il s'intéresse plus particulièrement à l'histoire imprimée et à la satire graphique. Il s'emploie ainsi à documenter l'histoire de la caricature et du dessin de presse au Québec. Titulaire d'une maîtrise en études des arts de l'Université du Québec de Montréal, il s'est joint au musée McCord en 1989. Christian, tu y es depuis bien longtemps. Il a orchestré l'aménagement de nouvelles réserves de la collection Peinture, Estampes et Dessins, qu'on nomme maintenant Art documentaire, pour la réouverture du musée en 1992. Il a ensuite été registraire avant d'être nommé chef du service de gestion des collections, poste qu'il occupe toujours aujourd'hui et qui le garde bien occupé. En 2010, il devient conservateur de la collection Peinture, Estampes et Dessins, maintenant Art documentaire, et il agit depuis en tant que commissaire d'exposition mettant en valeur cette collection. Il a notamment la section de caricature qui compose aujourd'hui plus de 45 000 dessins, avec la présentation d'expositions telles que La fin du monde en caricature, Ace Line 50 ans de caricature et Chapelot profession caricaturiste qui est encore au musée en ce moment. Christian, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir accepté l'invitation du musée et du festival. Avant de te passer la parole, je vous informe que c'est une conférence d'une durée d'1 heure. Il y aura 45 minutes de présentation suivies d'un 15 minutes de questions-réponses qui peuvent être adressées en français et en anglais, soit directement ici sur le Zoom ou sur le Facebook du musée. Alors, Christian, je te cède la parole. Bonne présentation. Merci, Leila. Bonjour et bienvenue à ce webinaire où il sera question d'un Montréal aujourd'hui disparu. Un Montréal qui existait avant l'invention de la photographie. Alors, je partage mon écran. Voilà. Notre vieille ville a une longue histoire. Ces vieilles pierres en témoignent. Elles permettent de reconstituer en partie le développement de sa trame urbaine. Mais qu'en est-il des vieilles pierres et des bâtiments aujourd'hui disparus? Si la photographie a enregistré des traces visuelles de leur existence, elle ne remonte qu'au milieu du 19e siècle. Avant la photo, c'est la peinture et le dessin qui avaient pour rôle la représentation de la réalité. Je désire donc aujourd'hui vous montrer des œuvres peintes, gravées ou dessinées qui offrent des vues uniques de l'expansion rapide de Montréal après lorsqu'elle entame un nouveau cycle suite à la conquête britannique de 1760, ce jusqu'à l'apparition de la photographie en 1840. Toutes ces œuvres proviennent de la collection du musée McCord, sauf lorsqu'autrement indiqué. Ma présentation pourrait également s'intituler « Quand les clochers deviennent des points de repère ». L'apparition ou la disparition d'éléments architecturaux surplombant l'horizon de la ville, comme les flèches des églises, deviennent autant d'indices qui permettent de dater les vues urbaines. Vous verrez que les clochers sont couramment représentés par les artistes. Réussir à identifier ces points de repère dans le ciel permet de situer dans l'espace et le temps les images anciennes de Montréal. Je comparerai aussi ces points de vue avec des photos récentes afin de vous aider à bien circonscrire les lieux représentés. Bâtie sur une île dominée par une montagne au milieu d'un fleuve, Montréal est une ville unique. Cette photographie en témoigne. La photo comble nos attentes en termes d'information et d'efficacité visuelle.
C'est la technique par excellence de représentation de la réalité. La photo est directe et certainement beaucoup plus précise que les arts graphiques. Pourtant, dans plusieurs domaines, la photo ne peut rivaliser avec le dessin. Par exemple, en botanique ou en ornithologie. La main de l'artiste ne reproduit pas seulement l'apparence des plantes ou des oiseaux. Elle est aussi guidée par un savoir accumulé, par une connaissance inhérente du sujet à représenter, ce qui l'amène à distinguer entre ce qui est pertinent et ce qui ne l'est pas. La photographie est un peu paresseuse en ce sens. Le dessin n'est pas en soi supérieur à la photo en termes de reproduction de la réalité, mais il possède ses qualités informatives propres. Par ailleurs, il permet de laisser vagabonder notre imagination et de se représenter des détails implicites. Dans cette aquarelle, si l'illustrateur William Henry Bartlett a porté attention aux détails architecturaux des bâtiments, il a mis en valeur les éléments naturels de la vue grandiose qui s'offrait à lui en accentuant leur volume. Son goût pour le pittoresque et le sublime des paysages nous donne quelque part envie de vivre les expériences vécues durant ses voyages, de découvrir Montréal comme il l'a lui-même découvert en 1838. Les vues urbaines de Montréal sont de loin les sujets les plus appréciés au cours de la période 1760-1840. Cette catégorie comprend des panoramas, des scènes de rue et des études de bâtiments individuels. Dans cette annonce publiée dans la Gazette de Montréal en 1829, des vues de Montréal sont offertes aux lecteurs. Le premier paragraphe se traduit ainsi. Vue de Montréal, Robert A. Sproul a l'intention de publier une série de 6 vues, comprenant quelques rues principales, des édifices publics et des squares de Montréal, avec une perspective générale de la ville, exécutée dans un style apte à la couleur et supérieur à tout autre du genre dans la province. Les vues de Sproul, un peintre irlandais, immigré au Canada vers la fin des années 1820, constitue la plus belle série publiée au pays et témoigne de la maturité atteinte dans l'illustration à Montréal. Une décennie avant l'invention de la photo. Le musée McCord conserve des exemplaires de chaque édition et 5 des aquarelles originales, dont cette vue du monument Nelson et de la rue Notre-Dame vers l'ouest. Les activités humaines, illustrées à l'avant-plan, ainsi que les 3 clochers regroupés dans le prolongement de la rue, sont autant d'éléments qu'une photographie n'aurait pu transcrire ensemble. Sproul représente les tours de la nouvelle église Notre-Dame 13 ans avant leur parachèvement. En 1830, les plans architecturaux d'église avaient déjà été rendus publics. Et comme nous le verrons avec d'autres œuvres, plusieurs artistes intègrent les tours avant qu'elles ne soient construites, sans doute dans le but de glorifier l'architecture de la ville en expansion. Voici la colonne Nelson telle qu'on la voit aujourd'hui au nord de la place Jacques-Cartier. Cette photo un peu statique correspond à ce que j'entends par l'aspect passif de la photographie en tant que technique de réception d'informations visuelles. Loin de moi l'intention de faire ici le procès de la photographie, bien au contraire. En tant qu'historien de l'art, je reconnais et fais usage de son incontestable pouvoir documentaire. La photographie enregistre une trace ou une empreinte manifeste de la réalité. Elle ne ment pas. Inventée en 1839, la photographie fait son apparition à Montréal en 1840 avec le procédé de la daguerréotypie. Tel que nous informe cette annonce, peu après la commercialisation de cette invention révolutionnaire, les Américains Halsey et Sade s'installent pour quelques jours sur la place d'Armes. Ils offrent à la population la possibilité d'obtenir leur portrait en daguerréotype. C'est un événement historique. Ce sont les premiers photographes à œuvrer à Montréal. Et j'ai choisi cette date pour marquer la fin d'une période où seuls les procédés artistiques traditionnels servaient à dépeindre la réalité. Le daguerréotype domine le marché des procédés photographiques jusqu'au début des années 1850. Étant donné les longs temps d'exposition requis,
La scène urbaine est un genre privilégié par cette technique. L'une des plus anciennes photographies connues de la ville de Montréal est un daguerréotype anonyme réalisé vers 1851. On retrouve à l'avant-plan la rue Craig, aujourd'hui rue Saint-Antoine, et le seul immeuble photographié qui subsiste de nos jours est la basilique Saint-Patrick, inaugurée en 1847, que l'on voit dans le coin supérieur droit. Il faut requérir une vue aérienne pour bien situer aujourd'hui l'emplacement de cette église, tout en constatant les importantes modifications urbaines qui prirent place au cours des derniers siècles. John Samuel McCord, le père du fondateur du musée McCord, avait saisi l'importance de conserver des traces visuelles de Montréal et de ses environs avant que son expansion rapide n'en altère la trame urbaine. En 1831, il commande à l'artiste James Duncan plusieurs vues dessinées à l'encre sépia, dont celle-ci du Myland, où la ville se profile au loin. Dans ce paysage rural, le promeneur et son chien longent le chemin Saint-Laurent du côté est, un peu au nord de l'actuelle rue Roy. Ce secteur se nomme aujourd'hui le plateau Mont-Royal. Voici un autre exemple d'une œuvre pré-photographique documentant le développement urbain des environs de Montréal. Peinte à l'ouest de la ville, cette aquarelle, attribuée à Philip John Bembridge, un officier britannique envoyé au Canada au cours des années 1830, représente Montréal depuis la colline sur le chemin menant à la Chine. Elle a été réalisée en 1840 depuis l'actuel chemin Upper-Lachine et représente le village des Tanneries des Rolands, rebaptisé plus tard Saint-Henri des Tanneries. Un village qui abritait une chapelle, une école et de nombreuses habitations. Cette aquarelle recèle un pouvoir documentaire indéniable, surtout lorsqu'on pense à ce qui est advenu récemment des décombres de ces bâtiments. Rappelez-vous des vestiges archéologiques du village des Tanneries, mis au jour en 2015 dans le cadre des travaux de réfection de l'échangeur Turcot. Des vestiges qui ont été ensuite ensevelis ou détruits. Revenons à Montréal au début de notre période d'études. Cette maquette réalisée pour le musée Stuart représente la ville fortifiée entre 1760 et 1772 dans le but d'inclure la chapelle de Notre-Dame de Bon-Secours qui avait été incendiée en 1754 et reconstruite de 1771 à 1773. La maquette a été conçue à partir de plans et d'iconographie de la ville datant de cette époque. On retrouve le même tracé des rues dans ce plan publié par Thomas Jeffries en 1758, un géographe britannique qui est le plus grand fournisseur de cartes et de plans de l'époque. Jeffries a produit une grande variété de cartes commerciales et d'atlas, particulièrement pour l'Amérique du Nord. Selon certains historiens, ce plan est basé sur d'autres plans de sources françaises. Mais attention, en 1760, le London Magazine publie une copie du plan de Jeffries avec un médaillon, ici dans l'encadré rouge, une vue en perspective de Montréal. Il s'agit de toute évidence d'une vue fictive, imaginée probablement à partir du plan de Jeffries. Cette vue est en fait une élévation imaginée des bâtiments situés ici dans les cercles rouges. De gauche à droite, l'hôpital général, le couvent des Récollets, l'église paroissiale Notre-Dame, l'église et le séminaire des Jésuites et la citadelle. En 1760, en raison du grand intérêt que les citoyens britanniques accordaient à la récente conquête du Canada, la même vue imaginaire est reprise en pleine page dans le Royal Magazine. On y voit de fausses fortifications de la ville et des numéros renvoient aux représentations fictives des bâtiments précédemment énumérés. Cette vue imaginaire est même copiée un siècle plus tard par un artiste montréalais. Elle est réinterprétée par le graveur sur bois John Henry Walker pour une histoire du Dominion du Canada, publiée en 1877. Cette illustration est censée représenter Montréal à l'époque de la Nouvelle-France. Nous devons alors faire preuve de vigilance lorsqu'on utilise des sources iconographiques anciennes.
Cette vue panoramique de Montréal, réalisée depuis le fleuve, est l'une des plus anciennes vues topographiques de la ville. Publiée en 1762, cette gravure prend comme modèle une aquarelle de Thomas Patton, peinte en 1760, l'un des officiers qui accompagnait Amherst lors de la prise de Montréal et de la capitulation des Français. C'est la première gravure à représenter Montréal après qu'elle soit devenue une possession britannique. La conquête suscite une demande d'arpenteurs et de topographes qui doivent effectuer, à des fins stratégiques, des croquis rapides des villes et des villages. Vers la fin du 18e siècle, de nombreux artistes militaires produisent des documents de voyage, des dessins ou des aquarelles représentant divers aspects de la vie au Canada, ainsi que de l'expansion du pays et de ses villages. Cette documentation visuelle artisanale se reproduit au cours d'une centaine d'années avant que la photographie et les procédés photomécaniques d'impression prennent le relais. Si leurs représentations sont inexactes, les mêmes bâtiments que dans le plan de Jeffreys sont identifiés dans la gravure de Patton avec les noms suivants: l'hôpital général, les Récollets, les Sulpiciens, le couvent et l'église des Jésuites. À la droite du collège des Jésuites, près des fortifications, se trouvait la première chapelle Notre-Dame de Bon-Secours, incendiée en 1754. On peut ici identifier les mêmes clochers, 40 ans plus tard, auxquels s'ajoute celui de la chapelle Notre-Dame de Bon-Secours. Cette vue nord-ouest de Montréal est une aquarelle peinte par Richard Dillon à partir de l'île Sainte-Hélène. Dillon est un artiste topographe britannique qui arrive au Canada vers 1780. L'absence de quai à Montréal obligeait les équipages des navires à décharger leurs marchandises dans de plus petits bateaux et à les transporter ensuite jusqu'au rivage, une pratique en cours jusqu'en 1840. Dans ce détail de l'aquarelle, voici les principaux repères définissant l'horizon de la ville à Montréal en 1800. Les principaux éléments structurant son organisation spatiale. Leur représentation est plus fidèle que dans la gravure de Patton. Le clocher de l'église, voire même l'église dans sa totalité, devient un point de repère caractéristique et culturellement connu. Voici les emplacements au sol pour 5 de ces points de repère, toujours en place en 1839. Au début du 19e siècle, le monastère des Jésuites, situé sur le site actuel de l'Hôtel de Ville de Montréal et de la place Vauquelin, est incendié. Et le clocher de leur église disparaît du ciel. Mais un 6e point de repère, érigé un peu plus à l'ouest, sur la rue Notre-Dame, transperce l'horizon à ce moment, l'église Christ Church. C'est l'un des carrés rouges que l'on aperçoit sur cette carte. Au-delà du quadrilatère des rues plus serrées et asymétriques de la ville fortifiée, les nouveaux quartiers qui se développent en périphérie reproduisent un urbanisme en damier. En se déplaçant d'ouest en est, je vous invite à une petite tournée de ces 6 points de repère. Commençons avec l'hôpital général, administré à cette époque par les Sœurs de la Charité de Montréal, que l'on appelle aussi les Sœurs grises. Les vestiges de l'hôpital sont aujourd'hui situés entre les rues Normand et Saint-Pierre, à l'angle de la place Diouville. Sur cette gravure de James Duncan, l'église est vue de la place Diouville. L'hôpital, construit en 1692 à la Pointe-à-Caillère, à l'extérieur des fortifications de Montréal, connaît un nombre important de modifications à travers les années. L'église que l'on voit ici a été en partie reconstruite de 1831 à 1833 et constitue le point de repère situé le plus à l'ouest dans les panoramas de Montréal pour cette époque. Notez le petit clocheton de l'aile droite, pointé par la flèche rouge, qui existe toujours. James Duncan est un artiste irlandais immigré à Montréal en 1830. Cette gravure provient d'une commande exceptionnelle, l'illustration du premier guide historique de la ville, Hochelaga des Pictats, un panorama architectural de Montréal et un regard unique sur la ville maintenant disparue. Je vous montrerai d'autres gravures tirées d'Hochelaga des Pictats au cours de cette petite excursion. Sur le site actuel de l'hôpital subsiste aujourd'hui l'aile droite et 2 murs extérieurs de l'église.
L'aile gauche a été démolie pour permettre la prolongation de la rue Saint-Pierre en 1872. Voici les deux murs de l'ancienne chapelle qui tiennent toujours. Ils ont survécu à un incendie de l'hôpital en 1765. On remarque à l'arrière le clocheton de l'aile droite. En remontant la rue Saint-Pierre jusqu'à la rue Notre-Dame, on retrouvait sur la gauche, au coin de la rue Sainte-Hélène, l'église des Récollets. Deuxième point de repère à l'ouest du panorama de Montréal au début du 19e siècle. Tout comme l'hôpital des Sœurs Grises, le monastère et l'église des Récollets subissent plusieurs modifications au cours des années. Ce dessin de John P. Drake représente le monastère des Récollets avant la démolition de l'aile ouest, nécessitée par la construction de la rue Sainte-Hélène en 1818. Avec la conquête de 1760, les ordres religieux masculins sont interdits et le monastère des Récollets est cédé aux Britanniques afin de servir de caserne. Les Sulpiciens, n'étant pas un ordre religieux, échappent à cette mesure et s'y installeront en 1831. Ils vont l'agrandir et l'embellir en y ajoutant le portail de l'ancienne église paroissiale Notre-Dame, démolie en 1830, que l'on aperçoit esquissé ici au centre de cette aquarelle de George Heriot. L'église des Récollets sert alors de lieu de culte aux catholiques irlandais jusqu'en 1847, puis d'école. L'ensemble est finalement détruit en 1867. Voici le site de l'église des Récollets, tel qu'on peut le voir aujourd'hui. Dirigeons-nous maintenant sur la rue Notre-Dame vers l'est jusqu'à la place d'Armes. Dans cette aquarelle peinte dans l'axe est-ouest, John Nixon, un marchand et artiste amateur de passage à Montréal, a croqué cette scène depuis le Coffee House, un bâtiment adjacent à la place d'Armes. L'église paroissiale, avec son clocher à double lanterne, domine la composition. Elle empiète sur la rue Notre-Dame et nuit à la circulation transversale. Cette gravure montre la même perspective. On aperçoit une procession funèbre qui se dirige vers le portail de l'église. La construction et le parachèvement de cette première église paroissiale ont été réalisés sur une très longue période, au gré de multiples transformations. Le bâtiment a été agrandi une première fois en 1708, puis en 1722. Le portail est ajouté. On prévoyait 2 clochers symétriques en façade, mais faute de fonds, on n'en ajoute qu'un au nord. En 1734, à cause de la population sans cesse croissante, l'église est de nouveau agrandie. Au cours du premier quart du 19e siècle, la capacité d'accueil de l'église ne parvient pas encore à satisfaire les besoins de la population montréalaise sans cesse croissante. Le projet de bâtir une nouvelle église est le début de la fin de la première. Elle sera démolie en 1830. Cette aquarelle de Sproul est exécutée de l'angle nord-est de la place d'Armes. Au premier plan, à gauche, des maçons taillent le calcaire destiné à la nouvelle église qui s'élève juste derrière l'ancienne. Dans un souci de fixer dans le temps le moment qu'il représente, l'aquarelliste Sproul a fidèlement reproduit 2 affiches accolées sur le mur latéral d'un bâtiment tel que le montre ce détail de sa composition. L'une signale la possibilité de se rendre à Québec à bord du bateau à vapeur New Swiftsure, appartenant à John Molson, et l'autre annonce la pièce de théâtre Spoiled Child, à l'affiche au Théâtre Royal de la rue Saint-Paul et mettant en vedette la célèbre actrice britannique Clara Fisher. La construction de la nouvelle église Notre-Dame débute en 1824 et elle accueille les fidèles en 1829. Voici la toute première gravure à la dépeindre entièrement. Avec sa silhouette imposante se dressant au-dessus de la ligne d'horizon, l'église est systématiquement représentée dans la plupart des vues panoramiques de Montréal. Cette vue montre 2 irrégularités. D'abord, le dessin fut exécuté d'un angle inhabituel.
car il montre le côté sud du bâtiment, contigu à la propriété des Sulpiciens. Seule une partie de l'église était visible des jardins du monastère. Le tracé de la rue situé à l'avant-plan ne fut jamais réalisé. Ensuite, la gravure montre un bâtiment complété de 6 tours, baptisées Tempérance et Persévérance, bien qu'elles aient été parachevées respectivement en 1841 et en 1843. La nouvelle église Notre-Dame est représentée ici dans l'attente de l'achèvement de ces tours. On aperçoit à gauche la flèche de la chapelle de l'Hôtel-Dieu, là où nous nous rendons ensuite, et à droite, le clocher de l'ancienne église paroissiale. Les travaux de démolition de la vieille église débutent en mai 1830. La façade de pierre est démontée et transportée au monastère des Récollets, où elle ornera l'église jusqu'à sa démolition. Le clocher de l'ancienne église va demeurer debout jusqu'au parachèvement des 2 tours de la nouvelle. Il ne sera détruit qu'en 1843. Dans cette gravure rehaussée d'aquarelle, loin d'en faire une représentation photographique, Bartlett reprend des procédés qu'il affectionne en déformant et accentuant l'espace. Il choisit un angle d'observation plutôt théâtral et transforme le sujet en une mise en scène qui n'est pas sans rappeler les illustrations de rassemblements de fidèles se rendant à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Dans cette gravure, James Duncan devance la séquence des événements et représente l'aménagement de la place d'Armes telle qu'elle deviendra quelques années plus tard. Cette illustration a été publiée dans le guide Hochelaga des Pictats qui décrit les monuments et édifices de Montréal à l'intention des visiteurs. L'artiste devait ainsi projeter les lieux dans le futur afin de garantir la pertinence et la pérennité de la publication pour plusieurs autres années. Après la construction de la basilique Notre-Dame et la démolition de la nef de la première église, les Sulpiciens vendent la place d'Armes à la ville de Montréal en 1836. Elle est transformée en place de marché, puis en lieu de convergence, comme on le voit ici. À partir de la place d'Armes, descendons la rue Saint-Sulpice jusqu'à la rue Saint-Paul. Sur la gauche se trouvait le site occupé par l'hôpital de l'Hôtel-Dieu depuis le 17e siècle, maintes fois reconstruit, agrandi et modifié. Cette aquarelle montre une vue de la chapelle de l'Hôtel-Dieu depuis la rue Saint-Sulpice en direction est. En fait, oui. Elle est de la main de James Patterson Coburn, un officier britannique affecté au Canada. Il entreprend des tournées d'inspection qui le mènent à Montréal entre 1826 et 1832. Sur cette gravure de James Duncan, nous voyons la chapelle dans l'autre sens, vers l'ouest. Elle était située au croisement de la rue Saint-Joseph, renommée Saint-Sulpice en 1863. Étant donné sa proximité avec l'église Notre-Dame, son petit clocher est visible dans les vues de la ville, soit à la droite ou à la gauche des tours, dépendamment de l'orientation du point de vue. Les sœurs hospitalières quittent la rue Saint-Paul en 1860 suite à la construction de leur nouvel hôpital sur l'avenue des Pins. À partir de 1861, elles font construire sur leur terrain un ensemble d'entrepôts qu'elles louent à diverses entreprises. Cette vue actuelle de l'emplacement de la chapelle montre l'immeuble Hodgson Sumner, un des magasins de l'Hôtel-Dieu. Le site historique de l'hôpital est occupé de nos jours par le cours Le Royer, un ensemble de 5 propriétés distinctes restaurées entre 1976 et 1982. Pour se rendre au point de repère suivant, il faut revenir sur la rue Notre-Dame et se diriger quelques pas à l'est de la place d'Armes, un peu avant le boulevard Saint-Laurent. Érigée entre 1805 et 1821, sur le côté nord de la rue Notre-Dame, l'église anglicane Christ Church représente un autre nouveau point de repère bien pratique pour dater des illustrations de la ville une fois dépouillée de ses fortifications. Les travaux de démolition des murailles s'échelonneront entre 1804 et 1817.
Cette gravure de Thomas Preston marque le parachèvement de Christ Church. Ouverte au public en 1814, sa longue flèche effilée ne sera complétée qu'en 1821. Elle procure à l'édifice une hauteur finale de 204 pieds, ou si vous préférez, 62 mètres. Au centre de cette estampe, à la droite des tours de l'église Notre-Dame, s'élève la flèche de l'église Christ Church qui transpercera l'horizon de la ville jusqu'à ce qu'elle soit incendiée en 1856. Cette lithographie rehaussée à l'aquarelle est l'œuvre de l'artiste britannique John Richard Coke-Smith, dont les scènes canadiennes sont publiées à Londres sous le titre de Sketches in the Canadas en 1839. En 1860, des bâtiments en fonction commerciale et d'entreposage ont été construits sur le site de la Christ Church. Ils sont aujourd'hui occupés par les boutiques que l'on aperçoit dans l'encadré rouge. Pour se rendre au 6e et dernier point de repère, poursuivons notre route sur la rue Notre-Dame vers l'est et empruntons la rue Bonsecours sur la droite qui nous mène à la chapelle Notre-Dame de Bonsecours. Érigée de 1771 à 1773, la chapelle connaît plusieurs ajouts et transformations jusqu'à très récemment. James Duncan la représente ici dans son état d'origine. Il s'agit de la plus ancienne église dans l'île de Montréal. Au centre de cette vue du port de Montréal, la silhouette de Notre-Dame de Bonsecours est reconnaissable de loin à partir de la rue de la Commune et du fleuve. Aujourd'hui, le musée Pointe-à-Caillère s'adresse à l'emplacement de l'entrepôt en pierre grise, représenté à l'extrême gauche de cette aquarelle de Sproul, peinte en 1830. Voici le même point de vue aujourd'hui. Les arbres sur la droite nous empêchent de voir la chapelle. Coburn, peint en 1830, cette vue du lieu de débarquement des petites embarcations menant à la rue des Commissaires, aujourd'hui rue de la Commune. On aperçoit dans le coin supérieur droit le corps de logis et le clocher de la chapelle Notre-Dame de Bonsecours. Vue de la rue de la Commune à l'angle de la rue Bonneau, la chapelle se présente ainsi de nos jours. Ajoutée entre 1892 et 1894, une imposante adjonction à l'arrière remplace le corps de logis. Celle-ci comprend une longue galerie en surplomb, une chapelle aérienne et un belvédère campé dans une tour centrale surmontée par une statue colossale. Quelques années auparavant, de 1886 à 1890, on avait également procédé à l'ajout d'une nouvelle façade surmontée par un clocher et à 2 lanternons et des clochetons latéraux. Remontons le temps jusqu'en 1836 avec le même point de vue de la rue Saint-Paul vers l'ouest. La chapelle est ici surmontée de son clocher d'origine à double lanterne sur ce dessin anonyme. Fait intéressant, il représente les immeubles voisins qui occupaient le quadrilatère où sera construit le marché Bonsecours à partir de 1844. Au centre de ce détail de l'esquisse, on aperçoit les ruines du Masonic Hall Hotel, ravagé par les flammes en 1833, et à sa droite, le premier théâtre royal, érigé en 1825. Vue depuis l'île Sainte-Hélène en 1801, la chapelle est aisément reconnaissable à son imposante silhouette qui tourne le dos au fleuve. Cette aquarelle est l'œuvre du maître des postes George Heriot et nous montre les fortifications peu de temps avant leur démolition. Les murs nuisaient à l'expansion de la ville et un acte est promulgué la même année pour les démolir. Voici l'horizon de la ville une dizaine d'années après l'abattage des fortifications. Suite à la construction d'un ensemble fortifié sur l'île Sainte-Hélène au début des années 1820, plusieurs topographes et artistes militaires britanniques postés au Canada choisissent de dépeindre Montréal depuis ce poste d'observation offrant une vue panoramique imprenable.
Cette gravure rehaussée à l'aquarelle témoigne de la croissance rapide du faubourg Québec, visible à la droite du drapeau au centre, en représentant toute une série de nouveaux bâtiments. La gravure fait partie d'un ensemble de 8 paysages du Canada publiés à Londres en 1828. Le dessinateur, James Gray, a dédié ceux-ci au lieutenant-gouverneur du Haut-Canada. Une image comme celle-ci, d'un lieu paisible et prospère, contribue certainement à la promotion de l'immigration britannique vers une colonie bien établie. En se déplaçant vers l'ouest de l'île Sainte-Hélène, nos points de repère sont mieux visibles, comme en fait foi cette aquarelle de Sproul. Ici encore, l'artiste illustre les 2 hautes tours de l'église Notre-Dame avant qu'elle ne soit érigée. En fait, comme on le constate dans ce détail de l'œuvre précédente, Notre-Dame semble de taille démesurée parmi les flèches plus anciennes de la ville. Peu à peu, les autres clochers, plus bas, disparaissent dans le tissu urbain qui gagne en hauteur. À partir des années 1830, l'église Notre-Dame, la Christ Church et la chapelle Notre-Dame de Bon Secours deviennent les 3 principaux éléments culminants dans le ciel de la métropole. Pour sa part, Phoebe Seaton, aquarelliste amateur et épouse du médecin stationné au fort de l'île Sainte-Hélène au début des années 1830, représente l'église Notre-Dame comme elle la voit, sans ses tours, à partir du milieu du fleuve, dans ce féerique décor hivernal. Au cours des années 1830, Montréal croît rapidement et devient la capitale économique du Canada. L'urbanisation s'accélère et entraîne un accroissement soutenu de la population. Peinte de la pointe ouest de l'île Sainte-Hélène, cette aquarelle de James Duncan montre d'un coup d'œil une ville en train de se moderniser grâce à ses activités économiques portuaires. Dans ce détail de cette aquarelle, revoici nos 3 principaux points de repère qui surplombent nettement l'horizon de la ville. Ne manque que l'imposante structure du marché Bon Secours qui s'insérera en 1847 entre les 2 clochers de droite afin de constituer le paysage distinctif qui accueillera les marins dans le port de Montréal jusqu'à l'incendie de la Christ Church en 1856. Certaines vues panoramiques de Montréal, telles cette aquarelle de Bartlett, sont exécutées depuis le fleuve à partir d'embarcations. L'artiste représente ici la ville à partir d'un point plus à l'ouest sur le fleuve, situé approximativement à l'emplacement du futur pont Victoria. Bartlett est un illustrateur londonien qui parcourt le Canada en 1838. Le romantisme propre à son époque lui dicte une représentation du paysage en tant que reflet de l'âme. Néanmoins, l'intérêt de l'artiste pour les détails architecturaux est très utile pour étudier l'évolution de notre environnement bâti. Parmi les pionniers du tourisme, les artistes, les dessinateurs ou les peintres ont une grande influence sur l'imagination des visiteurs potentiels. Leurs esquisses, leurs dessins pris sur le vif sont par la suite transformés en aquarelles ou adaptés par des graveurs et imprimés sous forme d'estampes achetables à la pièce. Basée sur l'aquarelle précédente, cette gravure sur acier fait partie des 120 illustrations que Bartlett publiera à Londres entre 1839 et 1842 et qui seront réunies dans les 2 volumes de l'ouvrage Canadian Scenery Illustrated. Si, à partir du 18e siècle, de nombreux artistes choisissent de dépeindre Montréal depuis le fleuve ou l'île Sainte-Hélène, inversement, le Mont-Royal est un point de vue privilégié vers la ville et le fleuve. Revenons à l'époque où Montréal est encore une ville fortifiée. Ce panorama vu à partir du versant est de la montagne, soit près de l'actuel parc Jeanne-Mance, a été peint en 1784 par James Peachey, un arpenteur-dessinateur britannique qui effectua plusieurs voyages en Amérique du Nord.
En examinant de plus près cette aquarelle, on aperçoit à l'avant-plan, sur la gauche, le faubourg Saint-Laurent avec ses maisons qui bordent les deux côtés du chemin Saint-Laurent jusqu'à l'actuelle rue Sherbrooke. Au centre, de gauche à droite, on reconnaît les mêmes points de repère précédemment identifiés. La chapelle Notre-Dame de Bon Secours, l'église des Jésuites, l'Hôtel-Dieu, la première église Notre-Dame, l'église des Récollets et l'hôpital général des Sœurs-Grises. 16 années plus tard, en 1800, nous apercevons les mêmes clochers dans ce détail d'un dessin de Richard Dillon, montrant la ville fortifiée à partir de la montagne. Le rendu est un peu simpliste et les volumes ne sont pas à l'échelle, mais on reconnaît bien les bâtiments. Alors, si vous permettez, voici, à l'aide de mon crayon laser, les montérégiennes Saint-Bruno et Saint-Hilaire. Ici, un mur des fortifications et on aperçoit la porte Saint-Laurent. Notez que le clocher de l'Hôtel-Dieu est placé ici, à la droite de l'église paroissiale, à cause du point de vue choisi par l'artiste. Voici l'œuvre entière. La structure en bois au premier plan, à gauche, est un râtelier qui servait à entreposer le foin coupé. En 1800, Montréal compte 9000 habitants. Le démantèlement des fortifications sera l'occasion de créer une nouvelle structure urbaine. L'aquarelle de Richard Dillon a servi de modèle à cette gravure publiée à Londres en 1803. Faire paraître de belles vues de Montréal à Londres justifie en quelque sorte la possession de la colonie qu'elle représente. Dans ce détail d'une gravure de John Block, publiée en 1811, alors qu'on procède toujours à l'abattage des murs fortifiés, le profil de la ville est moins précis, mais on reconnaît les mêmes éléments architecturaux. Notez que l'artiste a imaginé la forme du clocher de l'église Christ Church en construction, qui ne sera complétée qu'une dizaine d'années plus tard. La flèche qui s'élèvera dans le ciel sera différente, plus élancée, les plans de l'église n'ayant pas été publiés avant son parachèvement. En 1832, Montréal est élevé officiellement au rang de ville. Son expansion rapide est nettement visible dans ce détail d'une aquarelle de James Duncan. Les anciens faubourgs connaissent une croissance remarquable. En 1825, Montréal regroupe déjà plus de 22 500 habitants et ce nombre va doubler en 1844. On aperçoit ici la rue du Rocher, la rue Sherbrooke. Le champ de Mars est délimité par cette rangée de peupliers et nos clochers surgissent encore du profil de la ville. De gauche à droite, la chapelle Notre-Dame de Bon Secours, la Christ Church, la chapelle de l'Hôtel-Dieu, toute petite et à gauche cette fois-ci des tours de l'église de Notre-Dame, le clocher de l'église paroissiale et complètement à l'ouest, l'église de l'hôpital général. En 1831, fraîchement débarqué à Montréal et à la recherche d'une reconnaissance publique, le peintre James Duncan invite la population à venir admirer cet immense tableau exposé au Palais de justice. Avec talent, il rend compte dans celui-ci de la croissance de la ville, avec laquelle contraste le caractère encore champêtre des terres situées au pied du Mont-Royal. J'ai utilisé un nombre important d'œuvres de Duncan dans ma présentation et je profite de l'occasion pour vous annoncer que le Musée McCoy lancera une rétrospective de la carrière de cet artiste au printemps 2023. James Duncan est le peintre par excellence de Montréal au milieu du 19e siècle. Tenez-vous-le pour dire. Remarquez ici les montérégiennes que l'on découvre au loin.
Les revoici, tels qu'on peut les voir aujourd'hui. Saint-Bruno, Saint-Hilaire et Rougemont. Les gratte-ciels du centre-ville incarnent les nouveaux points de repère. Les clochers d'église ont désormais complètement disparu de l'horizon. Alors, pour clore mon propos, je reviens au balbutiement du médium photographique. On aperçoit sur cette photo presque le même point de vue qu'avec le daguerréotype montré au début de ma présentation. Il y a beaucoup de bâtiments immortalisés ici. La basilique Saint-Patrick trône sur la droite de l'image et on retrouve près de la côte du Beaver Hall l'église St. Andrews, dont la flèche en construction sera complétée en 1851. Une caserne de pompiers à l'avant-plan est située à l'emplacement du quadrilatère qui deviendra le Square Victoria. Cette photo parle beaucoup. Le médium photographique est terriblement documentaire, mais il n'est pas encore à cette époque reproduisible dans les livres et les journaux illustrés. Il faudra attendre encore une vingtaine d'années. Voici le même point de vue. Cette gravure sur bois relate un fait d'actualité dramatique, l'échauffourée Gavasi. À la suite d'un discours anticatholique d'Alessandro Gavasi, dans l'une des églises situées sur le Haymarket Square, aujourd'hui le Square Victoria, des policiers ont dû intervenir pour établir l'ordre et 9 personnes sont tuées. Il y a au milieu du 19e siècle une convergence des médiums traditionnels et photographiques afin de produire des images. Cette illustration publiée dans l'Illustrated London News est d'après une aquarelle de James Duncan. Elle aurait pu aussi bien être basée sur une image photographique. Mais dans les deux cas, les images doivent être redessinées, adaptées, gravées, afin d'être publiées à des centaines, sinon des milliers d'exemplaires. Avant que les procédés photomécaniques de reproduction des images ne soient en usage, au cours des années 1870, la diffusion de la photo dans l'imprimé n'est possible qu'avec l'intermédiaire de la gravure, un médium pré-photographique. Le même point de vue aujourd'hui. Situé maintenant au cœur du quartier international de Montréal, le quadrilatère du Square Victoria a été le témoin de nombreuses transformations urbaines depuis le début du 19e siècle. Le site était à l'origine occupé par un marché de foin, fréquenté par les agriculteurs des proches campagnes de Montréal. Le même point de vue avant l'invention de la photographie. Une autre gravure de James Duncan publiée dans Hochelaga de Picta. Les images pré-photographiques ont un pouvoir particulier. Elles nous permettent d'imaginer la ville d'autrefois, de nous immerger dans les lieux représentés et de nous transporter à leur époque. Merci d'avoir parcouru ce voyage dans le passé de Montréal en ma compagnie. Christian, merci infiniment pour cette présentation qui est effectivement, je pense, un retour dans le passé. On a plusieurs questions. Une question qui est revenue quelques fois, tant sur le Facebook que sur les questions Zoom. Quelle était la place des artistes francophones à cette époque en ce qui a trait à la représentation de la ville? C'est une question qui a été posée par Mathieu Trépanier et aussi qui a été posée... comme je vous dis, sur le Zoom. Donc, est-ce qu'on a des œuvres d'artistes francophones? Parce qu'évidemment, ça pose la question de la représentation. Dans l'entretien que tu as donné au Devoir, tu soulignes le fait que les artistes étaient souvent des officiers, des arpenteurs, que c'était des images qui étaient ramenées en Grande-Bretagne. Donc, qui pose toute la question du regard. Est-ce qu'il nous reste des traces du regard francophone? Et j'élargirais de la diversité aussi, peut-être, de l'époque. Il y a des artistes francophones qui pratiquent à Montréal à cette époque-là, mais ce ne sont pas des artistes topographes. Et ils vont produire un peu plus plus souvent des portraits pour gagner leur vie. Je pense à De Beaucourt. Il y a également, mon Dieu, c'est ils produisent moins de vues urbaines. Alors, j'en ai mentionné aucun dans ma présentation, malheureusement,
parce que dans la collection du musée, j'ai pas véritablement de vue urbaine pour cette période-là précise, qui suit de très près la conquête britannique. Alors, on sait que les familles seigneuriales françaises ont quitté, ils ont apporté leurs œuvres d'art avec eux. Et ça va prendre bon, il y a quand même beaucoup de francophones qui vivent à Montréal, mais avant que des artistes euh, s'établissent, ça va prendre un certain temps. Il faut quasiment attendre la fin du 19e siècle pour justement réaliser des vues urbaines, des paysages de Montréal. Et qu'est-ce qu'il en est, par exemple, des représentations de la ville qui ont été faites pendant le régime français? Est-ce que ce sont des documents qui sont accessibles, peut-être pas dans la collection du McCord, mais est-ce que ce sont des documents que tu as pu consulter? Ils sont surtout en France. Ce sont essentiellement des plans, mais il y a également des vues panoramiques de Montréal qui sont assez intéressantes et ça remonte avant 1760. Alors tout ça, c'est dans des collections françaises. Il y en a très peu, mais il y en a quand même à Bibliothèque Archives Canada, on peut en trouver. Et à ce moment-là, si on s'intéresse vraiment au début du 18e, ben, c'est de ce côté-là qu'il faut regarder. Une question de Louise Charrette. Est-ce qu'il est possible d'obtenir la liste des œuvres présentées? Et c'était une conférence vraiment intéressante. Je ne te lirai pas tous les commentaires qui disent que ta conférence était très intéressante, que c'était un voyage dans le temps, mais c'est par dizaines. Je vais t'adresser plutôt les questions. Donc, est-ce que c'est possible d'obtenir la liste des œuvres présentées? Et une autre question était à savoir si les œuvres étaient justement accessibles ou est-ce qu'on pouvait voir ces œuvres via peut-être le site du musée? La plupart de ces œuvres sont accessibles sur le site. Euh, mais il y a des petites trouvailles que j'ai faites pendant mes recherches. Je pense à cette esquisse de la chapelle Notre-Dame de Bon Secours, vue de la rue Saint-Paul en 1836. Ça, j'ai mis la main là-dessus, ça fait à peine quelques semaines. Alors, c'était mal décrit, tout simplement, puis ça a attiré mon attention. Je pourrais dresser cette liste-là. Elle n'existe pas comme telle, mais évidemment, s'il y a un intérêt de plusieurs personnes, je pourrais peut-être la rendre disponible sur le site du musée. Une autre question d'Alain Richer. Où se situe le Parlement canadien incendié? Merci pour la représentation, c'était très intéressant. Il y a dans Hochelaga des Picta une représentation du marché Sainte-Anne, qui est le Parlement de Montréal. Et bon, elle date de 1839. Et on a des vues au musée de l'incendie. On en a plusieurs, on a des gravures, on a une peinture aussi anonyme qui montre l'incendie du Parlement, mais c'est en 1849. Alors, j'ai pas voulu montrer le Parlement parce que je voulais pas dépasser mon point de chute, ma date de chute qui était 1840. Avoir parlé du Parlement, j'aurais dû à ce moment-là me rendre jusqu'en 1849 et je voulais vraiment respecter ma période. Peut-être qu'on peut situer, la question était aussi par rapport à la localisation du Parlement, Ah, si je comprends bien. Donc, c'est en face sur de la place Diouville. la pièce d'Ouville, exactement, qui a été aussi un site de fouilles, fouilles entre autres avec Pointe-à-Calière, Oui, et qui fait c'était. partie du plan d'agrandissement de Pointe-à-Calière. En fait, on sait qu'il a été incendié et pendant les fouilles, on a trouvé des livres brûlés, etc. Alors, c'était en face de l'ancien centre d'histoire de Montréal. Alors, à un certain moment, on avait animé l'endroit et on pouvait voir les vestiges. Une autre question, pouvez-vous expliquer à nouveau la dissolution des Récollets versus la survie des messieurs des Saint-Sulpice et l'impact de cela sur le territoire et son paysage bâti? Des Récollets. Mon Dieu. J'ignore pourquoi on a démoli l'édifice en 1867, mais c'était une école à ce moment-là pour les Irlandais catholiques. Alors, dans cette partie-là du vieux Montréal, on démolit souvent pour agrandir les rues. Alors, les Récollets avaient quand même une espèce de jardin à l'arrière du monastère. Et à un moment donné, on va percer la rue des Récollets à travers ce jardin-là. Alors, je pense qu'à partir de là, tout ça a été démoli. Peut-être une dernière question. Il semble que parallèlement aujourd'hui, on détruit beaucoup
On détruit beaucoup et souvent des immeubles de toute origine et d'importance culturelle et architecturale. Est-ce une caractéristique des civilisations? Question philosophique et éthique. Malheureusement, oui. Et pourtant, Montréal, il n'y a pas eu de bombardement à la conquête. Alors, Montréal a conservé un peu plus de ses vieilles pierres que Québec, par exemple, qui a été bombardé. Alors, on peut se considérer chanceux. Et moi, ce que je recommande à tout le monde, c'est aller vous promener dans le vieux Montréal. C'est de toute beauté. Allez sur la rue Saint-Paul. Allez visiter les musées qu'il y a là aussi. Et vous allez en apprendre plus. On est chanceux d'avoir encore ce quartier-là, mais quelque part, la modernité s'installe. Et à ce moment-là, on démolit le vieux pour construire du neuf. Et c'est aussi la trame urbaine qui se renouvelle. C'est la population qui s'agrandit, etc. On n'a pas tout à fait le choix parfois. Merci beaucoup, Christian. C'était une conférence absolument magnifique. Je pense que tu as éveillé l'imaginaire. On disait que c'est un voyage dans le temps, c'est un voyage qui nous immerge vraiment dans autant la beauté des œuvres que dans le passé. J'invite les visiteurs qui veulent se replonger dans les œuvres. Il n'y a peut-être pas de liste pour l'instant, mais toutes les œuvres, je pense, sont accessibles sur le site du musée. En bonne partie. En bonne partie. Donc, à venir le visiter. Et sinon, effectivement, venir voir l'exposition d'Unken lorsqu'elle sera dans les salles du musée. Christian, merci encore une fois et merci au public et au festival de nous avoir accueillis pour cette deuxième découverte du McCoy. Bon, bonne fin de festival. On vous invite à participer au reste de la programmation dans les jours à venir. Merci, Christian. Bonne fin de journée à tous. Merci, Leïla. Ça fait un grand plaisir.